on passe à la suite. J'invite du coup Vincent, qui reste avec nous. J'invite Sandra Fressine de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Et j'invite Mathias de Roulette de la Chambre d'agriculture de la Haute-Loire, qui vont vous parler des indicateurs dits agro-pédoclimatiques qui ont été produits lors de la phase 3 AP3C. Je laisse la parole à Vincent. C'est encore moi. Encore toi. Oui. Donc, avant que Sandra et puis Mathias vous détaillent quelques indicateurs agro-pédoclimatiques qu'ils ont choisis pour leur département, moi j'ai été chargé de faire un point méthodologique, encore un, sur ce qui est nécessaire pour produire ces indicateurs agro-pédoclimatiques. Et ce que vous avez en plus par rapport aux indicateurs agroclimatiques, c'est pédo. Et on aurait même pu rajouter hydro-pédo. Voilà, on tient compte de l'eau dans le sol. Alors comment on fait ça ? On fait ça par l'intermédiaire d'un bilan hydrique réel. Alors réel, c'est une expression consacrée. Voilà, ça veut dire que c'est pas du potentiel. Le bilan hydrique potentiel étant précipitation moins ETP. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est plus réel qu'un autre. Enfin, il y a sûrement des modèles qui sont bien plus sophistiqués que ce qu'on vous présente. Voilà. Mais ça s'appelle quand même conventionnellement un bilan hydrique réel. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, ce qu'on a choisi ce qu'il y a de plus que le bilan hydrique potentiel, c'est qu'il y a une culture, un couvert végétal, et puis c'est qu'il y a un sol. Alors, la culture, pour l'instant, pour le projet AP3C, on a utilisé la culture herbe, qui fonctionne en permanence. Sachant que ce n'est pas complètement ridicule sur le Massif central, parce que c'est quand même un couvert végétal qui est quand même très largement répandu sur le territoire du Massif central. Et ensuite, pour le sol, le sol est considéré comme étant uniquement sous son volant hydrique, c'est-à-dire le sol, c'est un double réservoir d'eau, voilà, qu'on appelle la réserve utile, qui est séparée en deux. Une partie réserve facilement utilisable dans laquelle la plante peut puiser sans stress, sans souffrance, sans limite. Et une partie, en général un peu plus petite, mais ça dépend des qualités du sol, mais une partie donc, qu'on appelle la réserve de survie, dans laquelle la plante peut continuer à puiser, mais avec de plus en plus de difficultés. Donc ça vient limiter un peu ses possibilités d'utiliser cette eau. On l'a utilisé, donc, ce modèle, sur le réseau des températures, pas uniquement le réseau ETP, donc plutôt 70 que 30 points, grâce au modèle d'estimation d'ETP quotidienne qu'on a développé pour AP3C, pour lequel il y a une publication qui est sur une documentation qui est sur notre site, si ça vous intéresse. Vous pouvez piocher, vous pouvez l'utiliser. Les 4 types de sols qu'on a utilisés, sous-entendu 4 types de réserves d'eau dans le sol, c'est quand on fait la somme donc, des réserves facilement utilisables et de survie, 45 mm, sol un petit peu superficiel, 75 mm, 120 mm et même ponctuellement 180 mm. Alors, quand on fait un bilan hydrique réel, on n'aboutit pas tout de suite sur des indicateurs agro-pédoclimatiques. Non, ce qu'on aboutit, c'est à des valeurs quotidiennes. De quoi ? Par exemple, du niveau dans la réserve facilement utilisable, le niveau dans la réserve de survie, ce qui éventuellement peut déborder des sols, qu'on appelle aussi conventionnellement l'écoulement, même si ce n'est pas nécessairement en surface, machin, etc. Mais voilà, ça s'appelle écoulement. Et l'évapotranspiration réelle, et puis le stress hydrique, qui est donc ce que la plante n'a pas pu pomper dans le sol, parce qu'elle commence à entamer les réserves. Le bilan hydrique réel, donc, qui produit non pas des indicateurs, mais une base de données hygro-pédoclimatique, qui vient compléter la base de données climatique, température minimale, température maximale, précipitation et ETP quotidienne en chacun des points du réseau. Alors, différence entre l'évapotranspiration potentielle et l'évapotranspiration réelle. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce genre de concept, l'évapotranspiration potentielle, c'est une demande évaporatoire théorique d'un végétal de référence, en l'occurrence l'herbe, ça nous arrange, qui ne subit pas de stress hydrique. L'évapotranspiration réelle, c'est à peu près la même chose, sauf que ça vient du bilan hydrique réel, c'est-à-dire que ce n'est pas du théorique. En particulier, il y a la présence d'un coefficient cultural végétal. Donc, le végétal est là, et donc il y a un coefficient cultural, ce qui fait que l'évapotranspiration maximale de ce végétal, c'est un coefficient multiplié par le TP. C'est assez souvent inférieur à 1, mais pas nécessairement. Par exemple, vous pouvez avoir le maïs en phase de croissance. J'ai plus le terme exact en tête parce que je ne suis pas agronome, mais vous pouvez avoir des coefficients culturaux qui sont 1,2, 1,3. Voilà, c'est supérieur à l'herbe, la demande en eau. Et puis, en sens inverse, quand la plante fonctionne plus bien ou quand le sol est nu, vous avez des coefficients culturaux qui sont inférieurs à 1.
Nous, dans le cas qu'on a choisi jusqu'à présent pour AP3C, ça vaut 1 tout le temps. Voilà. Et puis ensuite, donc, il y a la présence du sol, des réserves hydriques dans le sol. Et puis là, on a un coefficient de sol qui est donc qu'on multiplie. Donc l'évapotranspiration maximale, on multiplie le coefficient de sol. Et là, on arrive à l'évapotranspiration réelle. Alors, je ne vous ai pas mis la formule du coefficient de sol. Mais en gros, plus on entame la réserve de survie, au plus ça diminue. Voilà. Et quand on arrive à 0 de la réserve de survie, il n'y a plus d'évapotranspiration réelle. Et c'est linéaire. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut interroger comme type de question avec ce genre de choses? Si on va regarder le niveau dans la réserve facilement utilisable, on va regarder s'il y en a suffisamment, enfin, sous-entendu, c'est un proxy de l'humidité dans le sol, pour que ça germe. Voilà, les levées de semis, on va regarder le niveau dans la RFU. En sens inverse, on vérifie que ce n'est pas trop plein parce qu'on sait qu'il peut y avoir des problèmes de portance de sol quand on arrive à la capacité maximale. Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, la réserve de survie, quand on l'entame un peu trop, il y a la souffrance des végétaux. Et puis, si on l'entame un peu trop souvent, un peu trop profondément, on peut aussi interroger les problématiques d'affouragement au champ. De l'autre côté, donc, pour les écoulements, on peut aller voir ce qui se passe dans le futur, en particulier vis-à-vis des recharges des nappes et des réserves. Souvenez-vous de la carte sur la Corrèze. On peut aussi s'occuper des cours d'eau, mais attention, on n'est pas des hydrologues. Nous, c'est les cours d'eau, on va dire, les petits cours d'eau immédiatement donc, à la sortie des champs, etc. Et aussi des étangs, voilà, on peut gérer ce genre de choses. Enfin, on nous l'a demandé d'ailleurs dans la Creuse. Et puis, dernier point, donc, alors le stress hydrique, ça rassemble beaucoup aux problématiques de la réserve de survie, donc j'en parle pas spécifiquement. Mais dernier point, donc, l'évapotranspiration réelle. Nous, ça nous a permis, dans le cadre du projet AP3C, d'aller chatouiller des estimations quantitatives de rendement fourrager, ce qui jusqu'à présent était uniquement atteignable via des modèles agronomiques complexes. Donc, on a fait une sorte de modèle de complexité intermédiaire. Je vous en dirai 2 mots. Alors, ça, c'était les problématiques interrogeables. Mais qu'est-ce que nos confrères des départements, ils ont vraiment interrogé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui les intéressait? Alors, en accord avec leurs élus, etc., bien sûr, ils n'ont pas décidé tout seuls. Donc, pour les prairies, et puis après, il y aura les cultures aussi. Pour les prairies, ils sont intéressés à comment ça peut pousser au printemps, sous-entendu, mais d'un point de vue qualitatif. Ça pousse bien, ça pousse pas bien, etc. Les arrêts de pousse au printemps, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire... combien de fois ça coupe, combien de fois ça s'arrête, et puis si ça se reproduit trop souvent, est-ce qu'on ne va pas aller vers une dégradation des prairies? Alors là, ce n'est pas qu'au printemps, ça peut être en été aussi. Et puis donc le dernier point, c'est l'estimation de production quantitative avec l'évapotranspiration réelle dont je vous ai déjà parlé. Pour les surfaces pastorales, est-ce que la montée à l'estive va se faire dans de bonnes conditions de pousse de l'herbe? Est-ce qu'on aura de l'eau disponible? Ou est-ce qu'il faudra de plus en plus aller porter de l'eau? Voilà, c'est important. Et puis des choses que peut-être on ne s'occupait pas précédemment, c'est le risque d'échaudage grandissant sur ces surfaces pastorales. Pour les cultures, comment est-ce que ça déborde les sols en période de recharge hivernale? Est-ce qu'on aura suffisamment d'eau pour les arroser l'été, par exemple? Estimer la valorisation de l'apport de l'azote. Est-ce qu'il y a suffisamment d'humidité pour que quand on apporte l'azote, ça marche bien? Ça, c'est au printemps. Est-ce qu'on aura les capacités thermiques et aussi hydriques d'implanter des dérobés derrière un métail fourragé? Est-ce que ce qu'on sème, ça va réussir à germer, par exemple derrière une récolte de céréales? Pour le blé, vers quel niveau on va avoir le stress hydrique au moment du remplissage du grain? Donc ça peut impacter les rendements aussi derrière. Est-ce qu'on va réussir à implanter le colza? Là aussi, c'est de la germination, je pense. Et c'est peut-être aussi des travaux agricoles, d'ailleurs. Et puis, plus spécifiquement, il y a un indicateur sur une précocité de débourrement qui nous a été demandé par la Loire vis-à-vis du cépage gamay, parce que c'est un cépage qui est emblématique chez eux, qui a l'air de débourrer assez tôt, et qui va débourrer de plus en plus tôt. Ben oui, mais comme le gel tardif, il se maintient à peu près, à partir de quel moment cet élément typique du terroir deviendra inadapté à ce terroir? Voilà, c'était une question qui était finalement assez sensible. Alors là, je vais vous montrer un exemple d'usage un peu sophistiqué des indicateurs agro-pédoclimatiques. C'est justement donc l'usage de l'évapotranspiration réelle. Donc sachant que là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez décade par décade des cumuls d'évapotranspiration réelle conditionnelle. C'est-à-dire qu'en plus de l'évapotranspiration réelle, on a cherché à ôter les jours où, à dire d'experts, ça ne pousse pas. Voilà.
Indicateur expert, ça ne pousse pas quand il gèle toute la journée. Et l'autre chose, c'était indicateur d'expert, ça ne pousse pas quand le stress hydrique est supérieur à 50%, par exemple. Donc vous avez l'évapotranspiration réelle qui est issue du bilan hydrique réel, et en plus, vous avez des conditions supplémentaires pour essayer de se rapprocher le plus possible de la production. Et donc on a fait ça sur les 36 décades, 36 périodes de 10 jours, donc entre le 1er janvier et le 31 décembre, sur la station de Le Montat, dans le sud du Lot, sur un sol relativement superficiel. Sur votre gauche, vous avez la situation avant le changement climatique, pour faire simple, 1981. Sur votre droite, vous avez la situation au bout de nos échéances en 2050. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Alors, les rendements, entre guillemets hein, c'est en millimètres, puisque c'est des cumuls d'évapotranspiration réelle. Après, ce qui manque là-dessus, c'est le coefficient de transformation, c'est-à-dire millimètres utilisés, et puis kilogrammes de matière sèche par hectare. Voilà. Et déjà, c'est un proxy, c'est-à-dire qu'on s'est rapproché. Alors, qu'est-ce qui se passe en situation moyenne, médiane, c'est à peu près la même chose. Entre 1981 et 2050, en 1980, vous aviez donc une progression de la production jusqu'au mois de mai. En 2050, ça s'arrête début avril, quoi. Ensuite, il y avait un creux estival qui va se renforcer vers le futur, et puis une reprise en automne qui va devenir un petit peu plus forte en 2050. Quand on était en année favorable, décennale supérieure, là, le bleu, la différence en fait, principale, c'est qu'autrefois, il n'y avait presque pas de creux estival. En gros, c'était un été un peu pourri quand même. Et on est dans le Lot, donc il y avait suffisamment de température pour que ça pousse, et puis il pleuvait tout le temps. Donc oui, le creux estival, on ne le voyait pas. Par contre, à l'avenir, même une année décennale défavorable, on verra quand même un creux. Une année décennale favorable, on verra quand même un creux estival. Et puis en sens inverse, le rouge, l'année décennale défavorable, autrefois, on pouvait quand même avoir une progression donc jusque mi-avril, fin avril. Dans le futur, ça sera mi-mars, et puis ça va chuter rapidement. La reprise à l'automne, elle est un petit peu plus forte, mais par contre, en été, alors qu'on était à une non-production pendant environ un mois, là, ça fait un intervalle, en 2050, on est une non-production pendant 2 mois et demi, quoi. Voilà. Donc voilà comment, sur une station sensible, on arrive à faire évoluer donc, ces gammes. Mais pour arriver à ce genre d'outils, ce n'est pas juste un indicateur qui est mobilisé. Enfin, là, carrément, ça se rapproche de courbes de production. Donc il faut mobiliser énormément d'indicateurs. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues de l'Aveyron et puis de la Haute-Loire qui vont vous indiquer donc, ce qu'ils ont choisi, eux, comme indicateur individuel et puis ce qu'ils en ont fait. Donc, bonjour à tous, Sandra Freysigne, conseillère en agronomie et fourrage à la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Donc, je vais vous présenter les indicateurs qu'on a calculés à P3C. Donc, sur la station de Villefranche-d'Ouergue et Millau. Donc, Villefranche-d'Ouergue, une station à l'ouest du département, donc avec un cumul annuel en climat type 2020 de l'ordre de 800 mm par an. Et cette station, elle est plutôt à basse altitude, on est à 333 mètres. Et elle est plutôt influencée par un climat océanique. Et donc, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, les pluies sont plutôt bien réparties sur l'année, excepté donc l'été où on a un trou d'eau. Et au niveau des températures, donc l'été, en température moyenne maximale mensuelle, on affleure quasiment les 30 degrés. Donc une station qui est relativement assez chaude. Alors que si on regarde Millau, donc Millau qui est plutôt situé au sud du département, mais à plus haute altitude que Villefranche-d'Ouergue, on est à 715 mètres. Au niveau du viaduc de Millau, pour ceux qui connaissent. Et là, on a moins de pluie, donc on est plutôt sur un cumul de 700 mm par an, en moyenne donc, pour climat type 2020. Et si on regarde donc, la répartition des pluies, on peut voir qu'elle se divise plus durant l'année, donc avec un trou d'eau l'été, mais aussi en hiver. Et après, on peut voir l'influence de la station d'un climat plutôt méditerranéen, avec les épisodes cévenols, où à l'automne, on a des cumuls de pluie donc, en octobre-novembre qui peuvent être plus conséquents. Donc, un premier indicateur qu'on a pu calculer dans la P3C sur les prairies, donc c'est un indicateur qui va un peu toucher le potentiel de pousse de l'herbe au printemps. Donc, comment on calcule cet indicateur? En fait, on calcule la proportion de jours où on est en stress hydrique de plus de 50%. Un stress hydrique de plus de 50%, donc c'est quand on a attaqué la réserve de survie à plus de 50%. Donc, on commence les plantes souffrent comme il faut pour avoir de l'eau. Et du coup, la période choisie, c'est à 400 et 800 degrés jour. Donc ça là, c'est la méthode des sondes de température. Donc on a pris les bornes 400 et 800 degrés jour parce qu'en fait, c'est la période où le rendement des premières coupes se fait.
Donc là, sur les graphiques, vous avez les résultats pour la station de Villefranche-d'Rouergue. Donc sur ce graphique, c'est des résultats pour un sol plutôt à faible réserve utile, donc de l'ordre de 45 mm. Ça peut correspondre à un sol d'une trentaine de centimètres de profondeur. Et donc, si on regarde tous les points, c'est ce qui a été vraiment observé dans le passé. Et à l'avenir, donc les projections, on peut voir qu'on reste en tendance plutôt stable par rapport à ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si on regarde la médiane, donc une année sur deux, on peut voir qu'à l'horizon 2050 comme aujourd'hui, on resterait sur 2% de jours en stress hydrique de plus de 50% à la période où se fait le rendement des premières coupes. Si on regarde donc l'année la plus défavorable, qui peut arriver donc 1 an sur 10, donc le décile 9, on peut être à plus de 27% de la période avec un fort stress hydrique. Donc un impact sur le rendement. Ensuite, on peut voir donc sur le graphique de droite que là, on a les résultats pour un sol plus profond, environ 75 cm de profondeur, donc une plus forte réserve utile de 120 mm. Là, on peut voir qu'il n'y a pas d'impact sur un sol plus profond. Et donc, on peut voir les avantages d'avoir un sol plus profond pour avoir du rendement. Ensuite, si on regarde le milieu, donc là, on peut voir l'influence l'effet de l'influence plutôt méditerranéenne sur la station, et donc des résultats complètement différents par rapport à Villefranche-d'Rouergue. En effet, si on regarde donc le sol superficiel, plutôt superficiel parce qu'il y a plus superficiel que ça en Aveyron, on a une très forte dégradation de l'indicateur à l'horizon 2050. Donc aujourd'hui, en 2020, en médiane, on est sur 31% de la période avec un fort stress hydrique. Et à l'horizon 2050, on se rapproche des 50% de la période avec un fort stress hydrique. Et si on regarde la pire des années qui pourrait arriver 1 an sur 10, on se rapprocherait des 3/4 de la période avec un fort stress hydrique. Donc là, on imagine que l'impact sur le rendement est fort. Du coup, sur le graphique de droite, pour un sol plus profond, on peut là encore voir l'intérêt d'avoir un sol plus profond avec plus de réserves utiles. On a donc l'indicateur qui se dégrade, mais moins fortement qu'un sol superficiel. Donc en médiane, à l'horizon 2050, on serait sur du 7% de la période avec un fort stress hydrique. Et en année la plus défavorable, on serait sur du 50%. Ensuite, donc un autre indicateur que nous avons calculé dans la P3C, c'est un indicateur de dégradation des prairies. Donc on l'a calculé sur une plage en fait, plus large de centre de température. Donc on est parti entre 250 degrés jour et 1200. Donc pour rappel, c'est initialisé au 1er février en base de 0 pour l'herbe. Donc 250, on est au démarrage de la végétation, et 1200, on est à la floraison des graminées. Et du coup, entre cette plage-là, on compte le nombre de séquences de 5 jours consécutifs avec un fort stress hydrique de plus de 50%. Donc c'est là où on imagine qu'on peut avoir des effets sur la dégradation des prairies. Donc pour Villefranche-de-Rouergue, un sol plutôt de faible réserve utile. Comme pour tout à l'heure, on peut voir qu'à l'horizon 2050, il n'y a plus d'évolution, ça reste stable. Donc actuellement, et à l'avenir, on resterait en médiane avec une séquence avec un fort stress hydrique de plus de 50%. Et dans les pires années, donc une année sur 10, on aurait 3 séquences. Et après, donc, si on regarde un sol plus profond, on peut voir qu'il se dégrade très légèrement, mais ça reste négligeable. Si on regarde pour Millau, donc même constat que tout à l'heure, on peut voir que l'indicateur il se dégrade. Donc si on prend un sol superficiel, aujourd'hui on est à 3,8 séquences, et à l'avenir, à l'horizon 2050, on gagnerait une séquence, enfin il y aurait une séquence de plus, avec 5 jours donc en stress hydrique. Donc on serait sur du 4,6 séquences, et dans le pire des cas, on pourrait être à 7,5 séquences. Ça peut représenter plus de 50% de la période, parce qu'entre 250 et 1200, c'est environ 2 mois et demi, et ça peut représenter un peu plus de 50% de la période. Et donc on voit également l'avantage du coup d'avoir des sols plus profonds, mais là aussi on gagnerait
on augmenterait d'une séquence de 5 jours avec un fort stress hydrique. Donc en médiane, on passerait de 1 à 1,2 à 2,1 à 2050. Et là, à pire des années, on serait sur 5,1 séquences. Ça fait environ 30% de la période. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que donc pour Villefranche-d'Ouergue, pour les indicateurs qu'on vient de vous présenter sur le potentiel de pousse au printemps et la dégradation des prairies, il y a peu d'évolution à l'horizon des 2050, on reste stable. Et par contre, on ne voit pas d'impact sur les sols plus profonds. Et pour Millau, on a une forte dégradation des indicateurs et on remarque un impact donc plus rapide et plus fort pour les sols superficiels que les sols profonds. Je vais laisser la parole à Mathias pour présenter les résultats sur la Haute-Loire. Merci Sandra. Donc, Mathias Roulette, donc, conseiller production végétale pour la Chambre d'agriculture de Haute-Loire et également donc, référent AP3C pour ce même département. Alors moi j'ai choisi donc, du coup, de vous présenter 2 stations, l'une située donc, à Fontanes, au nord-ouest du département, à une altitude de 435 mètres, et une autre vraiment en montagne, donc à l'est du département, au Mazet, donc à 1130 mètres d'altitude. Voilà, donc des situations bien différentes, une vraiment en montagne et une presque plaine du coup à Fontanes. Si on regarde donc les caractéristiques climatiques de chacune des stations, donc il faut comprendre du coup qu'on a tout ce qui est en trait pointillé correspond donc du coup à la station de Fontanes, donc la station en plaine, et ce qui est en trait plein, c'est la station du Mazet, avec dans les tonalités rouges les températures maximales et les tonalités violet-bleu les températures minimales. Également donc, les bâtons pour la pluviométrie, avec en vert clair donc, la pluviométrie du Mazet-Savoie en montagne, et ce qui est pointillé puis plutôt pâle, la couleur, la précipitation de Fontanes. Ce qui frappe aux yeux, c'est surtout que du coup, on a un climat donc, de montagne au Mazet avec 900 mm de pluie en moyenne par an, et donc du coup des précipitations importantes donc, au printemps et à l'automne, avec un creux estival assez marqué donc, par rapport à ces précipitations donc, de printemps et d'automne. On voit également que l'automne, il y a de fortes précipitations. On est vraiment en bordure est du département. Les monts d'Ardèche sont pas loin et les épisodes Sévelol viennent mourir en fait au Mazet-Savoie. On est vraiment en bordure des épisodes Sévelol. Dans ces situations-là, plutôt un climat favorable, on va dire, à l'élevage, avec des climats assez humides par rapport à la moyenne du département. En revanche, à Fontanes, donc à Brioude, on est dans une région beaucoup plus sèche. On voit qu'en tendance, déjà par rapport au printemps, l'automne, il pleut nettement moins qu'au Mazet-Savoie. Et une autre caractéristique, c'est également l'hiver, qui est très très sec, notamment protégé par les chaînes de montagne à l'ouest, qui viennent arrêter les précipitations et qui font que cette saison est peu pluvieuse. Et dernier point, c'est en termes de température. Donc on voit effectivement des températures maximales qui sont nettement plus élevées, bien sûr, au Brioude par rapport au Mazet-Savoie. Par contre, pour les températures minimales, on est sur des moyennes assez proches finalement. Alors, on voit une amplitude thermique beaucoup plus prononcée donc, à Brioude que donc, au Mazet-Savoie en montagne. Pour pouvoir ne pas présenter que les choses de manière négative, on va dire, par rapport au changement climatique, et que vous ne repartiez pas de la journée complètement déprimé, j'ai choisi du coup de vous présenter des indicateurs pour l'automne. C'est vrai que le printemps, donc on a vu avec Vincent tout à l'heure, que les précipitations diminuent fortement, également que les températures augmentent sensiblement, tandis qu'à l'automne, c'est quand même plus nuancé. On peut avoir certaines zones où il pleut plus quand il y a effectivement des épisodes Sévelol. On a également donc, des températures qui augmentent beaucoup moins sensiblement à cette période de l'année qu'au printemps. Et enfin, on a également des gelées d'automne qui ont tendance à être beaucoup plus tardives que par le passé, alors qu'au printemps, c'est beaucoup plus mitigé. Donc du coup, une période de croissance végétative en moyenne qui pourrait être plus importante à l'automne qu'au printemps. Alors là, c'est la même chose que vous présentez Sandra. Donc vous avez en vert la médiane,
avec la moyenne, donc médiane une année sur deux, donc le centre de la carte. Le décile 8, il correspond donc du coup aux 20 années, 20% des années les plus favorables. Le dernier décile, les 10% des années les plus favorables. Et enfin, à l'inverse, donc en bas, les années les plus défavorables. Si on regarde sur la station de Fontane, donc la zone la plus sèche, on voit que donc, en tendance, en 1980, on était à 44 jours. Alors, je n'ai pas présenté l'indicateur. Ah, excusez-moi. Donc, le nombre de jours de pousses favorables à l'automne, en fait, on a regardé pour le calculer. Donc, à partir de la levée de la prairie, donc quand on l'a semé en fin d'été, jusqu'à du coup la dernière forte gelée à l'automne, qu'on a montré donc à moins 5 degrés. Moins 5 degrés, ça correspond du coup à l'arrêt de croissance de la prairie, donc à ce moment-là. Et à partir de là, on a regardé donc du coup les jours pour lesquels l'évapotranspiration réelle était supérieure à 0. Autrement dit, les jours pour lesquels il y a assez d'eau dans le sol pour permettre la croissance de la prairie. En termes de sol, j'ai choisi pour la Haute-Loire de se mettre dans un sol moyen, avec 75 mm de réserve utile au niveau des sols. Donc à partir de cet indicateur, donc si on regarde l'évolution, entre 1980 et 2050, on voit donc du coup une augmentation non négligeable quand même du nombre de jours favorables à la pousse de l'herbe à l'automne. On passe en 1980 en moyenne à 44 jours, contre 54 jours en 2015, et enfin donc 68 jours donc, en 2050. Il n'y a pas une grosse dispersion. Si on regarde également les évolutions des années favorables et défavorables, on suit en moyenne à peu près la même tendance. Pour le Mazet-Savoie, c'est encore plus marqué. C'est le Mazet-Savoie, on bénéficie d'un recul de date de dernière gelée à l'automne encore plus tardive. Donc on partait sur des situations de montagne où cette date-là recule beaucoup. Et en plus, on est dans une région où du coup les précipitations augmentent à l'automne. Donc encore avec plus de jours favorables à la croissance des prairies. Et donc sur ce même schéma, on passe du coup en 1980 à 63 jours de nombre de jours favorables à la pousse, 72 jours en 2015, donc ce qui correspond plus ou moins à aujourd'hui. Et enfin, donc, en 2050, on sera à 89 jours, soit une augmentation de près de plus de 25 jours entre 1980 et 2050. Et on voit également une tendance, une dispersion peut-être un peu plus forte, notamment les années où on aurait des forts épisodes pluvieux, où ça pourrait être encore plus marqué. Alors là, c'était pour l'indicateur sur les prairies. On a voulu regarder également l'impact sur d'autres cultures, notamment les céréales, où là, on n'a pas tenu compte pour le coup du sol. On a juste regardé l'évolution des précipitations entre deux dates, donc au moment où on réalise les apports d'engrais azotés, soit entre le 1er mars et le 10 avril. Vous savez que quand on apporte des engrais azotés sur les céréales, on a besoin d'eau pour que ces engrais azotés soient bien valorisés. Donc, d'après les références Arvalis, il faut compter une quinzaine de millimètres d'eau dans les 15 jours suivant l'apport pour être sûr que l'azote qu'on a apporté soit bien valorisé par la culture. Et donc, si on regarde l'évolution, donc à Fontane, donc à Brioude, on constate finalement que le mal en fait est déjà fait. C'est-à-dire que la majeure partie de l'évolution s'est déjà produite en fait entre 1980 et aujourd'hui, où on a perdu quand même pas loin de 30 mm d'eau sur cette période. Et c'est énorme. Et c'est vrai qu'on est régulièrement embêté à cette période pour pouvoir dire à quel moment l'agriculteur doit passer les engrais azotés. C'est une saison très sèche et de plus en plus problématique du coup pour valoriser les apports d'engrais azotés. La bonne nouvelle, s'il peut en avoir une, c'est qu'au moins ça ne va pas se dégrader davantage. Mais par contre, ça ne s'améliore pas. Voilà. Ça ne s'améliore pas, ça sera toujours aussi compliqué. Et je rajouterais même qu'on peut s'attendre du coup que dans le futur, la végétation démarre plus tôt que par le passé, du fait des sommes de température. Et si elle démarre plus tôt, on sera dans une période encore plus sèche. Parce que globalement, plus on est tôt en saison, dans ces régions continentales, plus il fait sec en fin d'hiver, début de printemps. Ça peut paraître bizarre dit comme ça. C'est vrai qu'on a toujours l'image que l'hiver est plus pluvieux. C'est vrai en région océanique, mais c'est pas vrai en région continentale. Région continentale, la saison la plus sèche, c'est bien l'hiver.
Voilà, donc plus il y a des marteaux, plus on aura du mal du coup à apporter l'azote dans de bonnes conditions. Si on regarde au Mazet sans voie, donc zone de montagne, ça diminue également sensiblement. Par contre, on n'est clairement pas dans le même stress de départ. Alors, si vous vous rappelez, on partait de 80 mm en 1980 à Brioude et on descendait jusqu'à 50 mm. Alors que là, on a un bon 30 mm de précipitations supplémentaires sur la zone. Donc effectivement, ça diminue, mais ça ne devrait pas être aussi impactant qu'à Brioude parce qu'on est tout simplement dans un climat moins sec. On pourrait même ajouter, alors ça je l'extrapole un peu à un autre aspect pratique, mais pour la sortie des animaux, la mise à l'herbe des animaux à cette période-là, on peut s'attendre que la portance des sols soit aussi meilleure. Donc finalement, ça ne sera pas forcément une mauvaise chose s'il pleuve un peu moins à cette période de l'année, donc sur le secteur du Mazet sans voie. Et donc là, par rapport à ce qu'on vous a présenté déjà aujourd'hui, donc on a bien présenté au début donc la partie sur l'évolution du climat, donc savoir comment les températures évoluaient, les précipitations, donc vraiment l'approche climatique. Là, on s'est attardé pour voir un peu rapidement les premiers impacts qu'on pourrait avoir sur les cultures, pour les céréales et pour les prairies. Et l'autre aspect du projet AP3C, c'est également mesurer l'impact sur les systèmes de production, que ce soit pour les bovins viande, bovins lait, bovins viande. Et c'est ce qu'on abordera cet après-midi avec d'autres collègues qui viendront vous présenter du coup directement quels sont les impacts du coup du changement climatique sur les principaux systèmes d'élevage du Massif central. Merci à vous trois. Avez-vous des questions? Hervé Tournadre, INRAE. Vos présentations seront très intéressantes sur les évolutions possibles. La question que je pose, c'est en fait l'éleveur, enfin celui qui a piloté un truc, est-ce qu'il doit se baser sur l'évolution tendancielle d'un critère ou sur la variabilité qui est quand même assez importante entre années? Enfin, dans ces choix d'adaptation, quoi. Mais c'est vrai que c'est bien déjà d'avoir une tendance, donc on sait vers quoi on peut aller. Donc ça peut être intéressant pour eux, mais c'est vrai que ce qui est le plus impactant, c'est la variabilité. Et donc et en plus, si ça se répète, par exemple des années sèches qui se répètent 3 ou 4 ans de suite, n'aura pas le même impact qu'une année sèche et après suivie d'une année pluvieuse. C'est vraiment, oui, c'est la variabilité qui peut poser le plus de soucis. Mais après, on peut voir que dans les graphiques, on a vu qu'il y avait des points qui étaient quand même en haut, donc des choses qu'on avait déjà vécues et qui, du coup, ils ont déjà vécu certaines choses, et donc ça devrait peut-être parfois simplifier suivant certains indicateurs, mais ils ont déjà vécu ces choses-là. Plus généralement, la climatologie, c'est cohérent avec la stratégie sur le long terme, quoi. Si on fait des choses sur le court terme, c'est la météorologie, quoi. Ça ne fait pas partie du projet AP3C, mais on commence à avoir certains résultats sur certains paramètres en prévision saisonnière. C'est-à-dire à l'échéance de 3 mois, on peut vous dire, avec une confiance, je sais pas, 2/3, 3/4, que ça va être plus sec, plus chaud, moins chaud que ce qu'on peut attendre en espérance centrale. Si vous voulez. Voilà. Et ça peut être aussi des éléments intéressants. Mais là, c'est plus sur le court terme, sur l'année en cours. Si je peux compléter sur la question, effectivement, il y a la variabilité. Et ça, on l'aborde plus dans l'approche système, on va dire. Donc pour pouvoir mieux s'adapter à la variabilité, c'est diversifier le système fourrager, c'est avoir plus de stocks fourragers. Voilà, c'est tous les leviers qu'on peut faire en sorte pour mieux passer du coup les années difficiles et être capable d'encaisser des fortes sécheresses, des fortes pluies ou des fortes chaleurs. Il y a des questions à la visio? Donc effectivement, il y a quatre questions. La première, elle concerne la réserve utile. Est-ce que la réserve utile en 2050 sera la même qu'en 2000, avec les graphiques de tout à l'heure? Alors, en fait, on ne s'est pas posé la question et dans ce qu'on a fait, on ne se pose pas la question. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué tous les types de sols à tous les points. Et ensuite, c'est au choix, on va dire, des
des conseillers de terrain de repérer que sur telle parcelle, ça correspond à tel type de réserve utile. Voilà. Il y a une autre réponse qui est de dire que les modifications de réserve utile, c'est-à-dire les restructurations de sol en fonction du climat, oui, ça existe vis-à-vis d'événements un peu... de changements climatiques radicaux, comme le passage d'une zone humide à une zone aride, etc. Mais en fait, la vraie réponse, c'est qu'à P3C, en fait, on a mis tous les sols partout. Donc, voilà, on a résolu la question de cette manière-là. Donc la réserve utile, en fait, ça dépend surtout des paramètres de granulométrie du sol, donc l'argile, le sable, le ligon, et également la matière organique. Donc ce pas des choses qui sont directement liées au climat, sauf si vous avez un épisode tellement violent qui fait que ça dégrade le sol, ça emporte effectivement toute la matière organique qui est au-dessus. Parce que la matière organique est également un gros réservoir de réserve utile du sol. Donc on peut dire qu'en moyenne, non, ça n'évolue pas, sauf catastrophe climatique qui pourrait se produire en zone localisée. Les autres ? Oui, si je peux me permettre un commentaire. Donc, Alexandre Poirot, géographe et géomorphologue. Ça fait 4 ans qu'on travaille avec Vetagro Sup sur la cartographie des pédos paysages à l'échelle de l'Auvergne. Donc on est actuellement à plus de 3000 à 4000 sondages avec des fausses pédos, des calculs de réserve utile et puis des paramètres de conductivité hydraulique. Donc on a une grosse donnée. On en avait déjà parlé en 2019, c'est-à-dire sur la possibilité qu'on pouvait avoir de croiser les deux projets. Parce que du coup, en termes de réserve utile, on a des possibilités à la fois de spatialisation et puis surtout de connaissance. Et sur ce qui est dit, je dirais, je ne suis pas vraiment d'accord, parce qu'en effet, sur les sols volcaniques, qui représentent quand même une bonne part des sols en Auvergne, d'ores et déjà, on observe des changements structuraux qui vont affecter la réserve utile, notamment par abaissement des quantités de matière organique dans ces sols-là. C'est important. Ce n'est pas négligeable du tout, et c'était justement un des commentaires que je voulais faire, c'est-à-dire que le calcul à partir de réservoirs théoriques, parce qu'on est sur des réservoirs qui sont théoriques, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il va y avoir une rétroaction entre les changements climatiques et ces réservoirs réels. Voilà. Et ce n'est pas lié à des événements qui sont forcément brutaux. C'est-à-dire que sur les endosols, on observe d'ores et déjà, maintenant, avec des évolutions graduelles, des changements de structure, voire même de type de sol. Donc ce n'est pas négligeable, et c'est une vraie question. Il y a des rétroactions importantes. Et c'est vrai que je pense qu'on aurait tout à gagner à pouvoir travailler justement entre les projections qui ont été faites et la connaissance qu'on est en train d'acquérir et qui sera finalisée normalement en 2024 des sols à l'échelle de l'Auvergne. Voilà. Bien reçu. Je crois qu'Olivier veut répondre. Et peut-être pour compléter la réponse sur... le travail en synergie entre les deux projets, avec plaisir. Enfin, je veux dire, c'est bien aussi l'esprit du colloque et d'AP3C, c'est de créer des synergies entre tous les projets. Enfin, je pense qu'on est d'accord avec le commissariat de massif. Et je vous rappelle juste que Vetagro est membre du comité de pilotage. Donc, faites le lien avec vos collègues qui vous représentent au comité de pilotage pour le proposer, quoi. Voilà. D'accord, mais autant je me sens responsable en partie de notre organisation au sein du CIDAM, autant je ne me prononcerai pas sur l'organisation au sein de Vetagro-Sup, mais par contre, la structure Vetagro-Sup est membre du comité de pilotage, donc ça c'est du travail interne après, chez vous. Mais on est favorable à créer des ponts entre les différents projets. On pourra en reparler par la suite, pour participer soit au comité de pilotage, soit participer à d'autres actions qui vont être menées lors de la phase 4, notamment en lien peut-être avec les expérimentations qui vont être menées en phase 4. Je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à faire, où on va travailler spécifiquement en fait, au travers également de faire le lien entre les expérimentations qui vont être menées et notamment des analyses de sol pour faire le lien avec les indicateurs agro-pédoclimatiques qui ont été créés. Du coup, n'hésitez pas à venir nous voir au moment du midi ou ce soir. Je crois qu'il y avait une autre question encore à la visio. Amélie, je te repasse le micro.
Oui, 3 questions qui concernent la production de l'herbe en automne, Mathias. Donc, je vais les résumer et n'en faire qu'une. Donc, en gros, la production d'herbe à l'automne, notamment ce que tu as expliqué, est intéressante. Mais première question, est-ce que la portance permet d'aller chercher cette production? Deuxième question, est-ce qu'elle pourrait combler le déficit de production l'été? Et troisième question, est-ce qu'on a fait des simulations avec notamment des fermes de référence Inosis? Alors, par rapport à l'importance des sols, on n'a pas directement étudié effectivement ce paramètre dans les indicateurs pédoclimatiques. On a des moyens de l'approcher via des rapports entre l'ETP et la précipitation, où quand effectivement les précipitations dépassent l'ETP en termes de ratio au-dessus d'1,3, on peut s'attendre à ce qu'il y ait trop d'eau dans le sol et on puisse avoir du mal effectivement à venir faire pâturer les prairies. Pour cette question-là, on n'a pas de réponse hyper précise à apporter sur le sujet, mais on peut se douter que du moins la partie, on va dire en sortie d'été et une bonne partie du début de l'automne, où on part quand même sur des réserves un peu plus basses, au moins la première partie, on puisse avoir des conditions favorables au pâturage. Voilà, mais ça nécessiterait de l'étudier un peu plus dans le détail et de pouvoir y consacrer plus de temps. Après, par rapport à la question sur... C'était quoi l'autre question, pardon? Est-ce que ça oui, compense pardon, oui, le c'est ça. déficit estival? L'été, alors je dirais c'est surtout par rapport au printemps, ça va se raisonner. Alors malheureusement, l'automne est ainsi fait que les durées du jour sont quand même beaucoup plus courtes qu'au printemps, et que du coup, que forcément, le potentiel de pousse à l'automne est plus faible que au printemps. Ça ne changera pas demain. Donc on peut avoir des conditions plus favorables à l'automne, cependant, ça ne viendra jamais compenser la perte qu'on a au printemps du fait de la photopériode et donc de la durée du jour. Voilà, après, je ne sais pas si tu voulais compléter. Non. Voilà. Oui, Stéphane, du coup, si tu veux poser une question, je te passe le micro. Juste pour compléter la question d'Amélie, c'est si on a des conditions de pousse qui sont favorables à l'automne, oui. L'inquiétude, c'est quand même qu'on voit que l'été risque d'être plus longtemps compliqué. Et donc, quid des prairies qui pourraient être franchement dégradées en été, et comment sera leur redémarrage à l'automne, même si les conditions sont favorables? Et est-ce qu'on peut envisager des options dans les pratiques qui pourraient être par exemple du sursemis pour aider à profiter de ce redémarrage d'automne? Alors je pense effectivement le redémarrage en fait, des prairies à l'automne va être très variable sur les zones du Massif central. Alors moi j'ai une vision un peu biaisée sur la Haute-Loire, où on est une zone, si vous avez vu les cartes tout à l'heure, c'est là où il pleut le plus, finalement l'été. Enfin là où l'augmentation des pluies en été devrait être le plus marquée. Donc quand on regarde les indicateurs agroclimatiques, finalement l'été, certes l'évapotranspiration augmente, mais les précipitations également. Et on se retrouve à peu près à l'équilibre. Par contre, les zones plus en périphérie du Massif central, je pense notamment au Lot, on ne peut pas faire pire que le Lot, je pense, là, en ce moment. Effectivement, dans ces zones-là, on peut vraiment s'interroger de la capacité des prairies à démarrer, notamment de tout ce qui est les prairies permanentes, mais y compris aussi les prairies temporaires qui pourraient avoir du mal à encaisser donc, ces épisodes de sécheresse estivale. Et donc la question de Vincent est pertinente, c'est-à-dire qu'on travaille sur du semi-sous couvert de prairies, par exemple, pour pouvoir éviter le travail du sol derrière céréales, pour pouvoir gagner du temps à ce moment-là. Donc on fait du cosmi de prairies et céréales à l'automne, où on va semer la prairie dans des céréales et du métail au printemps, pour pareil qu'elles puissent s'installer. Ou alors, il y a une autre question également, c'est les prairies permanentes, une fois dégradées, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça peut valoir le coup de les sursemer pour pouvoir les redonner du coup un nouveau départ et essayer de recibuler la pousse? Ça fera partie des travaux qu'on va essayer de conduire dans les prochaines années, justement pour mesurer l'intérêt de ce genre de pratique. Amélie? Alors, test sur réseau Inosis. Alors moi, je suis plus conseiller production végétale que réseau d'élevage. Voilà. Mais effectivement, ce sera des choses qu'on va tester, et notamment en simule dans tous les approches système, bovin-viande, bovin-lait, bovin-viande, et qu'on vous présentera cet après-midi.